Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grongy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils s'en foutent ces Bretons. Ils s'en foutent ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le stade brestois. Brestois, Brestoises, prenez vos dispositions, les délais sont longs pour avoir un passeport ces temps-ci et Brest devrait peut-être aller en Europe l'année prochaine. Le passeport serait bien utile. Bienvenue pour ce 92e épisode de Brest On Air où je suis rejoint, on va rien vous cacher, mais on enregistre ce 92e épisode juste après le 91e. Fanch, tu es toujours avec moi. Est-ce que ça va toujours ? Et bah écoute, étant donné que je n'ai absolument pas bougé depuis les 5 minutes quand on a fini le précédent podcast, ça va toujours. Ça va toujours, une excellente nouvelle. J'ai une très bonne introduction de podcast. D'ailleurs, alors pour tout dire, on refait cette introduction parce que j'avais coupé mon micro et je m'en étais pas rendu compte. Je te disais justement que j'espérais que des gens allaient enregistrer ton introduction et qu'ils allaient de la ressortir au mois d'avril ou de mai prochain lorsqu'on se maintiendra à la dernière seconde à Toulouse. En tout cas, on rigolera bien. On attend déjà les commentaires qui disent oh, vous allez trop vite en besogne, oh là là. Mais c'est vraiment pas sérieux ce podcast. Il faut savoir raison garder. Ça s'enflamme et puis après ce sera le karma. Allez, on est supporter de Brest, il faut savoir avoir de l'humour quand on est supporter de Brest. Ah oui, sinon c'est très dur. C'est important. Et quand on a connu les années de merde de Ligue 2, on a le droit un petit peu de s'enflammer, de rigoler. Si on ne le fait pas maintenant, on aura du mal à le faire. Tout à fait. On a parlé mercato, on a parlé un peu bureau lors du 91e, on va parler un peu plus terrain cette fois avec un début de championnat du Stade Brestois. Écoute, plutôt enthousiasmant, plutôt très sympathique. On prend du plaisir déjà, nous supporters, que ce soit à aller au stade ou à regarder les matchs à la télé quand c'est à l'extérieur. Je pense que les gens qui ont fait le déplacement au Havre et éventuellement à Marseille ont aussi pris du plaisir devant le match de leur équipe. Donc écoute, pour l'instant... 7 points en 12 matchs, tous les feux sont plutôt au vert. Tout à fait, début de saison effectivement très satisfaisant et presque même, on pourra en parler tout à l'heure quand on développera, mais presque nourrir quelques petits regrets si on fait frustrant. Mais oui, alors si on avait commencé ce podcast à la 20e minute du match contre Lens, on aurait certainement eu un petit peu moins d'enthousiasme. On était tous les deux au stade, on se regardait, on se disait bon, c'est mal engagé cette histoire. Et finalement, on a vu un Brest comme sur toutes ses sorties depuis le début du championnat, avec beaucoup de caractère, beaucoup d'envie. Un Brest qui ne lâche rien. Je parlerai de ça tout à l'heure, mais je trouve que l'effectif a changé en mentalité. On a trop souvent parlé des années précédentes dans ce podcast, et même d'ailleurs les suiveurs sur les différents réseaux ou quoi, dire que cette équipe est un peu une équipe de gentils garçons qui manquait de caractère. Là, c'est totalement l'inverse. Une équipe qui arrive à renverser les situations, une équipe qui a regardé Rennes dans les yeux et qui méritait de s'imposer, une équipe qui renverse Lens, dauphin du PSG l'année dernière en étant mené de 2-0 après 20 minutes. Tu peux légitimement prendre un coup derrière la tête. Eh ben non, même si effectivement l'arbitre et l'arbitrage les faits de jeu, on va dire, plutôt que l'arbitrage, ont plutôt aidé le Stade Brestois. Au Havre, tu te fais égaliser, tu reprends l'avantage 5 minutes après. Je trouve que les premiers signaux envoyés sont très bons. Absolument. Je te rejoins là-dessus et je pense que ce sera difficile de trouver un supporter brestois mécontent du début de saison. À la limite, effectivement, peut-être un peu déçu, ce qui est fou, quand tu as joué Lens, Le Havre, Marseille, Rennes et que tu as 7 points et que tu sois déçu, c'est décevant. Mais c'est aussi très très positif de se dire déçu après un tel début de championnat. Et effectivement, c'est peut-être la première saison, le premier début de saison où on a l'impression d'être une vraie équipe de Ligue 1. Il y avait beaucoup de choses les dernières saisons, notamment les matchs à l'extérieur, c'est ce qui revenait le plus souvent, mais où vraiment Brest était la petite équipe, peu importe où Brest allait, que ce soit à Dijon, que ce soit à Lens, que ce soit à Marseille, partout où Brest allait, Brest était la petite équipe à l'extérieur.
Ah bah je me souviens, pas besoin de remonter Nantes, au calendrier grec. Voilà, les matchs à Nantes que je crois que j'ai fait tous les matchs à Nantes, sauf celui qui était Covid, donc à huis clos, évidemment en Coupe de France. Mais j'ai dû faire 3 matchs à Nantes depuis la remontée. À chaque fois, c'est vraiment, t'as l'impression de voir, c'est un peu frustrant, t'as l'impression de voir une équipe qui est totalement méconnaissable par rapport à ce qu'on voyait à domicile. Et pareil, je pense à des matchs, je me souviens d'un 4-0 encaissé à Nîmes, d'un 3 ou 4-0 encaissé à Dijon il y a quelques années, ou quand tu allais à l'extérieur, effectivement, ben, tu savais que globalement, c'était T'allais pas passer une bonne après-midi, quoi. bah, c'est ça, voilà. Et puis, autant tu peux perdre des matchs, ça, je pense que Brest, on leur en voudra jamais de perdre des matchs, mais c'était dans l'attitude où c'était vraiment très agaçant parce qu'on voyait des Brestois timorés, des Brestois qui allaient quasiment, en fait, on savait que le match était perdu assez rapidement. Là, en tout cas, on a vu 2 matchs à l'extérieur. Hein, on va pas non plus s'enflammer, on rigole et on s'enflamme un petit peu volontairement, mais on a vu 2 matchs. Mais le match au Havre face à un promu qui retrouve la Ligue 1 jamais facile, et le match à l'OM où légitimement tu peux espérer en sortant de ce match-là avoir au moins 1 point. Donc, dans les attitudes et dans le fond de jeu, dans le contenu, je trouve effectivement que Brest a progressé en ce début de saison, a progressé, a confirmé bien entendu, mais il y a du mieux. À confirmer, bien sûr, mais c'est aussi sur le prolongement de la fin de saison dernière. Ce qui peut légitimement nous faire dire que c'est ce qu'on va voir une grande partie de la saison. Là-dessus, il faut évidemment saluer le travail d'Éric Serge Roy. Tout à fait. Qui dépasse, on va dire, tout entendement. En tout cas, tout ce qu'on pouvait, en tout cas de mon côté, je sais pas toi, hein, évidemment, tu es un peu circonspect hein, suite à cette annonce. Mais c'est vrai que depuis qu'il est arrivé, que ce soit, moi j'y prête pas trop attention, hein, mais si c'est bien, il faut le dire aussi, mais sa communication, que ce soit dans le jeu produit, qui, on va dire, n'est pas, on va dire, celui qu'on attendrait d'un diplômé français en 2010. On pourrait dire un peu plus pragmatique, un peu plus vieillot, on va dire. Mais on est sur du jeu assez moderne avec du pressing, notamment au Havre. Excellent pressing du côté du Havre qui a duré qu'une mi-temps. C'est chaud au Havre. Physiquement, ça a été dur. En deuxième période, c'est plus physiquement que dans la volonté d'arrêter de jouer, à mon avis. Mais Brest est dans l'une des équipes les plus efficaces au pressing depuis le début de saison. Avec Toulouse, avec Lille, avec Rennes, avec Reims, avec Paris. C'est agréable de voir ça, quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de le voir. On a aussi l'impression que le plan d'Éric Roy est assez clair et marche plutôt bien, avec une fin de saison dernière où on va dire on était vraiment dans une opération purement maintien, avec un accent mis sur on va dire la solidité défensive. Et maintenant qu'on a trouvé ça, on se permet aussi d'aller un peu plus haut, de se tourner un peu plus vers l'avant. Et on est aussi une des équipes qui se crée le plus d'occasions et de grosses occasions depuis le début de saison. Donc malheureusement, c'est peut-être le seul point noir de ce début de saison, c'est le réalisme. Mais en tout cas, si on arrive déjà à se procurer des occasions, on peut légitimement espérer qu'à un moment donné, ça va tourner et que les attaquants, Martin Satriano, Jérémy Ledouaron, Steve Mounier, hein, évidemment, qui en a raté aussi une contre Marseille notamment, et Le Havre en fin de match, arriveront à trouver le chemin défilé et on aura peut-être la chance de voir la théorie du ketchup, hein, évidemment, où quand on tape sur le cul du ketchup, il n'y a rien qui sort et puis une fois que ça commence à sortir, hop, on est bon et tout sort. Alors, moi je suis d'accord, je vais revenir sur le cas de Éric Serge Roy, bien sûr, d'abord. Tu disais qu'on était un peu circonspect, c'est vrai, hein, on fait partie des gens, je pense, qui, alors on lui a pas tapé dessus gratuitement, mais on a fait preuve un petit peu d'étonnement, on va dire, après son arrivée. Mais c'était, comme on le dit tout le temps, c'était plus en lien avec ce qu'on nous avait annoncé avant, avec le profil qui était recherché, par rapport au profil qui finalement a signé. On va pas revenir. Et même Éric Roy lui-même. Bien sûr, Éric Roy lui-même. Il a compris presque le fait que les supporters sont un peu surpris de le voir être annoncé. Ça, pour moi, ça démontre aussi une certaine humilité. Finalement, c'est pas du tout, quand on avait discuté avec notre ami niçois, c'est pas du tout ce qui nous avait été présenté sur le monsieur. Donc là, même à ce niveau-là, il a peut-être évolué aussi en tant que personne finalement.
tout à fait. Je pense qu'on est face de toute manière à quelqu'un d'intelligent. On en a parlé dans l'épisode Mercato, sa communication pendant le Mercato, le fait de ne pas râler. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais montre une personne qui en a dans le crâne et qui a réussi à fédérer son vestiaire. Je pense, alors on n'est pas dans les secrets des dieux, mais je pense que en tout cas il est apprécié de son groupe et que les joueurs vont faire ce qu'il demande et que lui, en bonne intelligence, aussi a réussi à travailler avec les gens déjà en place, hein, Yvan Bourgis, Bruno Grougy, Julien Lachuer notamment. Et donc cette osmose, en tout cas cette mayonnaise, semble bien prendre. Et je suis d'accord avec toi, hein, tu disais que l'accent était mis sur l'aspect plutôt défensif et l'aspect comptable l'année dernière, parce que c'était une opération maintien. Il est arrivé, Brest avait 13 points, le club termine avec 44 en fin de saison, donc forcément le bilan est extrêmement positif. Et tu as raison de dire qu'on est sur la lancée, parce qu'on avait été très performant à domicile sur la deuxième partie de saison, et les 2 premiers matchs face à Lens et Rennes, finalement tu prends 4 points, tu aurais pu... Alors, je dis pas dû au prendre 6 parce que contre Rennes, on doit gagner, mais contre Lens, on doit peut-être pas forcément le gagner. Donc, quelque part, on a gagné le match qu'on ne devait pas gagner et on n'a pas gagné. Enfin, vous m'avez suivi, ou si vous m'avez pas suivi, bah tant pis. Mais on a un Brest plus ambitieux et moi, ce n'est pas pour me déplaire. Mais au niveau des regrets, oui, j'en ai parce que c'est des points qui pourraient compter en fin de saison, notamment ces 2 loupés de Jérémy Le Doiron face à Rennes, qui, surtout le second, qui, à mon sens, ne doivent pas exister en Ligue 1. C'est dommage. Mais on peut espérer que la prochaine ira au fond. Bien sûr. On ne peut pas rater autant de grosses occasions de façon indéterminée. Donc on peut espérer que effectivement la réussite entre guillemets, hein, parce que contre Lens il y a une certaine réussite, on va pas nécessairement dans l'obtention des pénaltys en eux-mêmes, où il y a 2 fautes, mais la façon dont on va dire on a obtenu ces pénaltys. Il n'y aura pas un Jonathan Gradic qui tombe sur Jérémy Le Doiron sans faire exprès, même s'il y a faute, à tous les matchs. Effectivement. Et pour revenir sur le début de saison, alors parfois, c'est un petit peu trompeur, on a des effectifs qui font un début de saison canon et qui ensuite s'écroulent un petit peu parce qu'en fait, ils ont surperformé, ou inversement, des équipes qui sont très en retard parce qu'elles ont vraiment eu un manque de chance. Là, on a étudié un petit peu les différentes statistiques, que ce soit individuelles, notamment des gardiens de but. Il y a des gardiens qui sont en surperformants, notamment le gardien de Lorient, qui a fait des arrêts selon les X-Goals, hein, qui aurait peut-être dû qui a fait des exploits. Et à contrario, le gardien de Monaco, de Montpellier, qui eux ont assez peu brillé. Brest, en tout cas, Bizot, lui, il est totalement à l'équilibre. Il n'a pas fait gagner de points particulièrement à l'équipe, ni n'en a fait perdre. Tu parlais de Marco Bizot qui est plutôt dans ses clous, on va dire, et c'est effectivement le cas. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que et ce qu'on peut, on va dire, déduire, hein, même si on a regardé uniquement les matchs et qu'on n'a pas les stats, mais c'est vrai que normalement Brest sous-performe offensivement, puisqu'on est à 7,5 X-goal pour seulement 5 buts marqués. Donc on aurait pu en prendre plus, on aurait pu marquer davantage de buts. Mais c'est vrai que c'est rassurant de voir que finalement Brest ne vole rien. Et je pense que quand on regarde les matchs, de toute façon, on le voit très bien que ça aurait pu faire 9, 10, 12 points éventuellement. Donc Brest est à sa place, à la 6e place actuellement. L'équipe réalise vraiment un excellent début de saison. Ce qui et les stats, on va dire les stats avancées, nous laisse dire que ça pourrait continuer, en tout cas si les performances deviennent régulières à ce niveau-là. D'autant que le calendrier va un peu s'alléger. Peut-être pas directement, puisque à Reims, c'est un client désormais. Et que Lyon, alors le Lyon actuel, oui. Le Lyon du 23 septembre sera peut-être un peu différent, notamment via le limogeage de Lolo White. Brest à domicile, finalement, tu vas au stade, il n'y a pas un club où tu te dis Brest va pas prendre 2 points ce soir. C'est ça. Après, moi, je pense que PSG mis à part cette année, je pense qu'il pourrait avoir une belle équipe. Et sinon, contre les 16 autres équipes du coup de Ligue 1, tu t'attends à ce que Brest rivalise. Il n'y a pas d'équipe qui semble insurmontable et voire soit favori, ce qui est fou.
Ouais, oui, bien sûr. Bah maintenant bien sûr, bien sûr. Maintenant tu accueilles Nantes, tu accueilles Clermont, tu accueilles Montpellier. Bon, Montpellier, on connaît l'historique entre les deux équipes, mais tu es en droit d'attendre une victoire de Brest. Et en tout cas, on va au stade. Alors, il y a eu une période en Ligue 1, c'était l'année dernière ou au début de l'année dernière, ouais, effectivement, où quand on allait au stade, c'était laborieux. Vraiment, c'était laborieux. On y allait parce qu'on aime ça, on est abonné et puis c'est notre passion. Voilà, Brest, Mais c'est Ajaccio, vrai que terrible. voilà, on a passé des matchs. Je pense que tu te souviens, hein, on n'a pas forcément pris beaucoup de plaisir. Et depuis l'arrivée de Roy, c'est vraiment, vraiment beaucoup mieux. Et je trouve que le public y suit davantage. Et Mhm. il y a une atmosphère à Le Blé qui est très sympa. Alors maintenant, on va rentrer dans les mois un petit peu plus humides, un petit peu plus sombres. Est-ce que toute cette belle énergie va se poursuivre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il fait bon, comme dit notre jingle, il fait bon d'être supporter du Stade Brestois en ce moment. Comme tu l'as dit, ça n'a pas toujours été le cas, donc il faut savoir aussi en profiter, l'apprécier à sa juste valeur. C'est vrai que on attend le dimanche avec impatience, quoi, ce qui est une bonne nouvelle, on va dire de manière générale, Oui, et il parce y a eu que il y a eu des périodes, je te coupe, où, quand il y avait une trêve internationale comme maintenant, on était content qu'elle arrive parce que ça devenait un petit peu pénible de regarder les matchs de Brest. On avait un peu l'impression de perdre notre temps et d'être tout le temps déçu. Là, c'est l'inverse. Quand je me suis dit, ah bah tiens, mince, il n'y a pas de Ligue 1 ce week-end, c'est dommage. c'est bien dommage, effectivement, parce qu'on n'aura pas de belles performances du Stade Brestois. Et en fait, ce qui est agréable, c'est que c'est la régularité des performances. Il y a pas une équipe à domicile, une équipe à l'extérieur. Il y a très souvent eu le cas, même à domicile, où on pouvait se craquer. Il pouvait y avoir craquante. Là, vraiment, depuis le début de saison, depuis la fin de saison dernière, on est sur une équipe régulière qui est en osmose, on va dire, tu l'as bien dit, avec le public. Mais j'ai envie de dire aussi un peu la ville de Brest. Équipe qui se bat, guerrière, qui met le bleu de chauffe, avec des joueurs presque un peu méchants, où on a l'impression que c'est un peu comme la ville de Brest, c'est nous contre le reste du monde. C'est agréable d'avoir des joueurs, on va dire, qui se sentent concernés. On a trop vu aussi de joueurs qui n'avaient pas l'état d'esprit, on va dire, pour jouer à Brest. Là, on a vraiment même les joueurs techniques, hein, Del Castillo qui fait l'effort, qui fait des fautes. Pierre Lesmelou qui est le connard habituel, mais notre connard, tu vois, une sorte de ce qu'on disait souvent sur Neil Maupay, hein, qui personne l'aime sauf nous parce que c'est un con, mais c'est notre con à nous. Donc Sur le terrain, bien sûr. Bien sûr, on ne permettrait pas de juger la côté du terrain. Vraiment, c'est un tout, hein, vraiment, c'est pas uniquement ce qui se passe sur le terrain, mais c'est aussi l'attitude des joueurs qui ont l'air tous enjoués à la fin des matchs, même après le match nul contre Rennes, où on sentait vraiment à la fin du match que tout le monde, que ce soit les Rennais ou les Brestois, mais avait tout donné. Et c'est pas quelque chose auquel on était habitué ces dernières saisons. Donc, Oui, non, en je suis tout tout cas, à ces fait dernières d'accord. saisons en Ligue 1, on va dire. Sur l'état d'esprit, on en a pas. Je disais tout à l'heure, l'aspect équipe trop gentille, équipe trop naïve. Là, c'est plus du tout le cas. Et quand tu fais rentrer des joueurs comme Jonas Martin, qui me semble un petit peu en délicatesse sportivement pour l'instant. En tout cas, dans l'esprit, voilà, on a vu contre Rennes faire des fautes intelligentes, prendre un carton jaune pour gagner du temps, pour faire permettre à son effectif de se replacer. Quand tu as des Magnetti, Camara, Lesmelou au milieu, tu sais que il y aura la bagarre. Il y aura la bagarre, ils ne se laisseront pas marcher sur les pieds. Et on avait un Aris Belkebla que moi j'adorais par ailleurs, mais qui lui peut-être était un petit peu gentil, un petit peu, même s'il se battait beaucoup, il n'allait pas râler sur l'arbitre, il se replaçait, il faisait pas beaucoup de bruit. Là, on a des joueurs qui, je pense, vont être plus dans le combat comme tu as dit, puis des joueurs qui progressent tout simplement. Lilian Brassier, très intéressant. Romain Del Castillo qui fait un début de saison extrêmement, extrêmement encourageant également, qui arrive justement à être à la fois efficace au niveau des statistiques, mais également très important dans le jeu. Bradley Loco, plutôt étonnant, plutôt surprenant. Je trouve également qu'on parle assez peu de Kenny Lala, mais qui pour moi est une excellente recrue, peut-être une des meilleures de ces dernières années, extrêmement fiable que ce soit défensivement, offensivement. Vraiment l'impression d'avoir un joueur top niveau qu'on n'a pas eu finalement à ce poste, quand ce soit Pierre Gabriel à l'époque. Vraiment, c'est très bien, très très bien. J'aime beaucoup ce que je vois. Tu as des valeurs sûres un peu partout en plus. Dans les buts, Bizotte, après tu as Brassier, Chardonnay derrière, tu sais ce que ça vaut. Lesmelou au milieu de terrain, et puis d'avant, tu as des opportunités, des opportunités différentes avec Mounier, avec Satriano, même si c'est un peu le point noir en ce début de saison, parce qu'ils n'ont pas réussi à marquer.
s'ils parviennent à ouvrir leur compteur, je pense que Brest peut vivre une saison. Alors, je dirais pas du tout dire que Brest va jouer l'Europe plus sérieusement et que Brest va, voilà, même pas la première partie de tableau, mais peut viser une 11e, 12e place et en tout cas éviter de se faire trop peur cette année. Alors, j'espère ne pas trop m'avancer, mais à l'heure actuelle, c'est ce que je dirais. Tu as commencé à parler des individualités. Est-ce que tu en as une plus qu'une autre, plus que d'autres qui ressort selon toi sur ces premiers matchs, on va dire, de championnat? Je pense qu'assez naturellement, on pense à Romain Del Castillo parce que buteur, passeur, joueur extrêmement fiable techniquement, que j'espère vivement qu'il passera à côté de toutes les blessures. C'est l'homme auquel on pense vraiment en priorité puisque statistiquement c'est lui qui est mis en avant. Depuis qu'il est au club, Kenny Lala a apporté une véritable stabilité à la défense. Étrangement, depuis qu'il est là, Lilian Brassier est meilleur. Cause à effet, peut-être. En tout cas, il apporte beaucoup. En plus, il est buteur, bon tireur de coups de pied arrêtés. Il apporte une certaine sérénité, une fiabilité technique aussi. Il fait beaucoup moins d'erreurs que Pierre Gabriel à l'époque, je trouve. Donc voilà. Et après, la pierre angulaire du milieu de terrain, moi, Les Melou, j'ai adoré contre Rennes. Je trouve contre Marseille également très très fort. Très fort. Ah oui, contre Marseille, c'était Busquets. Mais j'ai beaucoup aimé. Et toi, d'autres joueurs peut-être? D'autres joueurs? Non. Après, on est globalement sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas vraiment à part effectivement ceux que tu as cités, Brassier, Lala, même Loco, effectivement assez surprenant. Vraiment, on a l'impression d'être sur un joueur un peu fantasque. Hein. Tu avais utilisé le qualificatif lors du dernier podcast. C'est un peu ça, mais qui a toujours que 21 ans. Donc finalement, il y a du temps pour apprendre. Et peut-être Malik Camara qui est pas déconnant non plus, même si on aimerait peut-être un peu plus d'adresse dans les 30 derniers mètres, peut-être pour un milieu de terrain qui se projette comme ça. Mais globalement, c'est surtout l'état d'esprit qui ressort de ces matchs. Il y a un leader technique très net avec Del Castillo, l'autre un peu plus bas avec Pierre Lesmelou. Mais je pense pas que Brest gagnera beaucoup de matchs parce qu'il jouera mieux que l'adversaire. Ce sera parce qu'on récupérera le ballon assez haut, parce que dans les duels on sera présent, parce qu'on saura être peut-être efficace, mais techniquement ça manque peut-être un peu d'adresse, mais on va dire que les bases sont mises pour faire une bonne saison et peut-être le début éventuellement de quelque chose d'intéressant sur les 2-3 prochaines années. Parce que, comme je l'ai dit sur le podcast Mercato, je trouve que l'effectif est plutôt bien construit. On a à la fois des jeunes, alors je vais inclure par exemple Axel Camblanc dedans, certains qui ne nous appartiennent pas, hein, Doumbia, Satriano, Brahimi, qui sont jeunes, des locaux par exemple, mais qui sont encadrés par des joueurs qui connaissent bien la Ligue 1, qui ont effectivement, comme tu l'as dit, 1 an d'expérience en plus. Des Chardonnet, des Brassier, des Magnetti, des Doiron, hein, même qui maintenant ça fait 2 ans qu'ils jouent en Ligue 1 de façon régulière, va peut-être commencer à prendre un peu d'épaisseur par rapport aux plus jeunes, on va dire, qui peut distiller 2-3 conseils ici et là. Alors, peut-être pas devant le but encore, mais ça pourrait peut-être venir. Donc l'effectif bien composé, avec des profils différents, avec des générations différentes qui peuvent cohabiter et aussi par contre des caractères qui ont l'air plutôt similaires, avec tout le monde qui pousse dans le même sens. Donc vraiment, comme tu l'as dit, une équipe qui a envie d'être, qui donne envie d'être supportée plutôt. Et finalement, c'est presque ça le plus important, hein, parce que effectivement, tu l'as dit, on va perdre. Brest ne jouera sûrement pas l'Europe, ne jouera sûrement pas la première partie de tableau, mais au moins nous, en tant que supporters, et c'est le plus important, on en a déjà vécu des émotions. Lens, Le Havre, c'était des bonnes émotions. Rennes, on a vécu un bon match. Même à Marseille, quand tu perds, c'est un bon match. Ouais, c'est ça, on vit des trucs et en tant que supporter, on peut pas vraiment demander autre chose. Enfin, pas à Brest en tout cas. Et ça, c'est je pense le bon point, parce que il y a de grandes chances qu'on vive une saison agréable en tant que supporter.
Après, la saison sera celle qu'elle est, mais je pense pas qu'on vive beaucoup de matchs sans, par exemple, parce les joueurs vont se battre régulièrement sur le terrain. Ils vont mettre de l'envie sur le terrain, donc ça va toujours être agréable à suivre pour moi. Et c'est ce qu'on peut demander de mieux finalement, vivre une saison avec des émotions, avec une équipe qui donne envie d'être supportée. On a hâte au dimanche, on a hâte d'aller au stade. Et ça vraiment c'est. Et justement, tu dis que tu t'attends à une saison où tu vas prendre du plaisir à suivre le Stade Brestois. Tu l'as dit que tu n'envisageais pas Brest jouer forcément évidemment l'Europe ou autre. Mais est-ce que la question que je te pose, c'est à quoi on peut s'attendre pour la suite, à ton avis? Est-ce qu'on doit avoir plus d'ambition que le simple maintien? Ou pour toi, encore actuellement, là en ce début septembre, après 4 matchs, 7 points, il n'existe que comme objectif le maintien? Je vais te répondre par une question. Est-ce que tu as commencé déjà à regarder combien de points d'avance tu avais sur certains clubs? Alors je l'ai pas en tête parce que oui, je l'ai fait quand on a gagné quand on a fait le nul contre Rennes. J'avais regardé un petit peu l'avance qu'on avait sur le FC Nantes, sur le Havre, sur Metz, etc. Mais ouais, généralement je le fais assez régulièrement. Donc pour moi c'est vraiment le maintien j'étais, je pense, traumatisé des années précédentes. Et tant qu'on n'aura pas 8-9 points d'avance et jouer la moitié du championnat sur ces équipes-là, je continue à regarder derrière. Là, je vois Clermont à 1 point. On a 6 points d'avance sur le 16e. C'est bien, évidemment que c'est très bien, mais ça reste, t'as le Havre qui a 2 points derrière, Lorient 2 points derrière, Toulouse 2 points derrière. Pour moi, il n'y a absolument rien de fait, rien de joué. Mais effectivement, la dynamique est intéressante. Je ne sais pas si c'est suffisant pour qu'on se projette sur une entre 8e et 14e place, ou si on sera plutôt entre la 18e et la 14e, tu vois. Non, mais voilà, tu vois, je réponds à ta question par cette question, parce que finalement, peut-être pas volontairement, mais effectivement, on regarde un peu les résultats des équipes qui seraient potentiellement des candidats au maintien comme Brest. Finalement, quand il y a eu Metz-Marseille, on était pour Marseille. Oui, bien sûr. Voilà, on a toujours ça derrière la tête, cette idée derrière la tête. Donc effectivement, on peut pas non plus, surtout avec les saisons passées, se voir plus beau qu'on ne l'est et viser pour l'instant en tout cas autre chose que le maintien. Après, une fois avec 30 points à prendre, on a 7-8 points d'avance sur le premier relégable. Là, éventuellement, on pourra aller chercher du bonus, mais je pense effectivement ce sera du bonus et ce sera aussi finalement du bonus pour la saison prochaine et pour éventuellement l'enveloppe mercato. Voilà, si on peut aller jouer la 11-10e place, il faut pas s'en priver parce que c'est de l'argent en plus. Je sais pas combien on gagne de plus quand on finit une place plutôt qu'une autre, mais un sou est un sou. Voilà, il faut mettre le plus avec le plus n'égale pas plus. Voilà. Et toi qui suis beaucoup la Bundesliga, qui est également à 18 clubs depuis des années, pour se maintenir, il faut à peu près combien de points en moyenne? La saison dernière, donc Stuttgart est à 33 points. En 2022, donc le 33 points le 16e qui est barragiste. Et le premier relégable, donc le direct, le 17e était à 31. En 2022, on est à 33 points pour le 16e encore une fois. Et 28 pour le 17e. Et je vais passer un peu l'époque Covid pour aller en 2020. Donc visiblement, on est autour de 35 points. 31 points pour le 16e en 2020. D'accord. Donc on a presque fait un 5e, on va dire, du travail. Oui, et t'as joué que 4 matchs. 28 points là pour le 16e en 2019. Ouais, je pense que... Autour de 35, je dirais. Ouais, c'est ça. Peut-être. 35, on serait bien. Donc oui, c'est ça, ce serait un 5e actuellement en tout cas. Donc un 5e avec 4 journées, c'est pas mal. Est-ce qu'à la 20e journée, on sera maintenu, on aurait les 35 points? Difficile à dire. La question. En termes d'adversaires directs, est-ce que le début de saison là te donne déjà des premières tendances sur les candidats au maintien, qui sont, nos adversaires directs? On voit, il y a Lyon qui est dernier, Lens avant-dernier. Je pense que c'est des équipes qui ne resteront pas à cette place-là de toute façon bien longtemps, même si l'OL, faut s'en méfier, mais je pense que Lens reviendra assez vite dans la course et l'OL aussi. Clermont, ça a l'air compliqué en ce début de saison. Nantes, Metz. Clermont, bon match à Toulouse. Je crois qu'ils auraient dû et pu aller chercher un peu plus que le point du nul.
qu'ils ont été cherchés après avoir été menés 2-0. Nantes compliqué, hein. Nantes compliqué, c'est surtout cette idée d'ambiance autour du club, hein, qui est toujours un peu toxique. Bah, ça parle de virer le coach au bout de 3 journées, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, et tout ce qui se passe autour des tribunes et tout ça, à un moment donné, quand tu joues avec le feu, tu vas te brûler. Et Nantes, c'est, je pense, c'est la saison. C'est la saison. Le Havre, c'est assez. Le Havre, surprenant. Ouais, surprenant. Très bon match très bonne deuxième période à Rennes. Égalisé alors qu'ils étaient à 10. Ils ont roulé sur Lorient également. Par contre, je pense qu'il va leur manquer peut-être un peu de profondeur d'effectif en milieu de saison. Mais avec ce qu'ils ont montré effectivement sur le début de saison, c'est peut-être eux qui vont finir 15e. Parce que comme on le dit assez régulièrement, mais eux sont peut-être un peu plus formatés pour jouer le maintien que d'autres. On n'est pas à l'abri qu'une équipe comme Montpellier, tu vois, la mayonnaise ne prenne pas tout de suite. Et par exemple Toulouse aussi, hein, qui a été en difficulté contre Clermont, on en parlait, qui a changé pas mal de son effectif, qui a changé d'entraîneur. On n'est pas à l'abri que la mayonnaise ne se fasse pas et que ça reste finalement voilà, ça prend un point ici, une victoire là, mais que ce soit insuffisant et que ça termine 17e, quoi. Metz compliqué, hein. Metz compliqué avec le départ de Mika Otadze. On espère évidemment au fond de nous que Lorient sera compliqué aussi. En tout cas, belle victoire contre Lille, mais ça surperforme sec, quoi. Et ils sont fait rouler dessus par le Havre, quoi. C'est quand même assez inquiétant, parce que pour le coup, alors je sais pas s'il y avait un peu d'émotion peut-être pour côté havrais pour le premier match contre nous, mais on nous avait prévenu que ça allait être un peu chaud. On aurait pu imaginer que, en tout cas, quand Brest était remonté, le premier match c'était contre Toulouse, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et ça avait été le feu, quoi. Ouais, complètement. Brest avait même ouvert le score, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, et puis c'est Koulouris qui avait égalisé. Il marque sur une passe d'Autrette. Et c'est ensuite. Koulouris qui égalise, il me semble. Qui ça? Koulouris. Oui, Koulouris, tout à fait. Et ça avait été le feu. Je me souviens d'une frappe de Perrault qui avait fait lever la foule. Et pour le coup, alors en première période surtout, en deuxième c'était un peu mieux, mais le Havre n'a pas apporté cette folie, hein, qu'on avait pu imaginer. Et Brest avait plutôt bien maîtrisé son sujet en première période, j'entends. Et là, voir Lorient couler au Havre, c'est assez surprenant d'entrée de jeu. Ils ont pris un point contre Paris, où ils ont mis le bus, hein, mais ils ont pris le point, donc finalement, ils ont été récompensés. Mais c'est vrai que c'est assez dur de trouver dans cette Ligue 1 à 18 où on a l'impression, pour le coup, on a l'impression que le nivellement s'est fait par le haut sur cette Ligue 1. On a du mal à trouver. C'est assez logique, hein, quand tu élimines les plus faibles, il y a forcément un niveau qui se resserre. Ce serait bien que Brest, dans une Ligue 1 comme ça compétitive à 18 clubs, parvienne à se maintenir. Ça montrerait aussi, ça donnerait peut-être envie je veux pas parler d'investisseurs, hein, mais en tout cas à des gens ou même simplement aux gens qui sont à la tête du club en ce moment, peut-être d'investir davantage et même pour le stade, hein, d'accélérer un petit peu les démarches pour que le Brest puisse travailler dans des conditions avec des outils qui soient plus à la hauteur de ce qu'un club de Ligue 1 mérite. Quand je vois ce que font les gens à la formation comme travail avec assez peu de choses finalement, j'ai un peu l'impression qu'on est en train de vivre un moment fort du Stade brestois, équipe en Ligue 1, des jeunes qui sont bons, et que paradoxalement on met pas les moyens nécessaires, on ne leur accorde pas les moyens qu'il faudrait pour que le club puisse passer encore un palier, et c'est un petit peu frustrant. Et même pour les joueurs aussi, les joueurs qui seraient éventuellement enclins à venir au Stade brestois, c'est toujours mieux de finir 12e que 15e, quoi, ça. Ah bah clairement. Ça met l'argument est un peu plus solide si tu dis que tu vas jouer le tableau éventuellement. Si ça se passe bien, tu vas peut-être chercher la 7e, 8e place. Alors que si l'objectif c'est de terminer 15e. Bon, on souffle, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. On souffle. Il faut être ambitieux. Il faut que Brest soit ambitieux. Il faut que Brest donne envie d'être supporté. Ça, c'est le cas. Mais il faut aussi que sur le terrain, saison après saison, on puisse observer des progrès. Alors, il y avait eu des progrès clairement avec la 11e place de Der Zakarian. L'année dernière, ça a été un petit peu compliqué et on a aussi joué, nous, avec le feu. Là, cette année, il faut que ce soit un petit peu la saison de la confirmation dans le sens où la deuxième partie de l'année dernière a été très bonne, qu'on puisse surfer là-dessus pour avoir finalement un maintien assez tranquille et qu'on
qu'on puisse ouvrir une nouvelle ère, peut-être encore avec Roy l'année prochaine, hein, avec des joueurs qui voudront se projeter sur un petit peu plus qu'un prêt d'un an, et que je pense que c'est comme ça que le club grandira, en tout cas, dans les années à venir. Il faut pas qu'on loupe ce palier, parce que sinon, après, tu es très rapidement rattrapé par la réalité des autres clubs qui peuvent bien travailler, et tu te retrouves en bas très, très rapidement. Et quand on voit des clubs, si tu regardes un petit peu la Ligue 2 ou le National, quand tu vois encore National, tu as des Dijon contre Nîmes, c'est des clubs qu'on affrontait en Ligue 1 il y a 3 ans. Ça va très vite dans les deux sens, et surtout dans le sens du bas. Tout à fait, absolument. Absolument. On espère quand même être un peu plus solide. C'est ça. Bah oui, quand je te dis c'est presque un cercle vicieux, quoi. Le effet boule de neige, on descend en Ligue 2, on se fait racheter par les Qataris. Mais on n'aime pas ça, on n'a pas envie de ça. Bah, on n'a pas envie de ça. Vraiment. On critique le leader national de la distribution de légumes. Mais au final, c'est un local et on n'a pas envie que ça change. Bah voilà, clairement, quand tu vois ce que devient Strasbourg, ce que devient Lorient, ça donne pas très envie. Même si peut-être ponctuellement, ils vont avoir des résultats sur une saison ou deux, ils vont, admettons, je sais pas, un Lorient qui finit 7e ou 6e cette année parce que telle ou telle raison. Strasbourg, pareil. Finalement, tu perds complètement dans ton identité, tu perds complètement les valeurs autour desquelles ton club a été construit depuis des années. Tu perds aussi, je pense, le soutien d'une partie de ton public fidèle qui va pas se reconnaître dans le message que tu es en train de lui envoyer. Alors, c'est un petit peu stupide peut-être, mais est-ce qu'on préférerait pas galérer avec Brest et le Brest de Le Saint que avoir une ou deux saisons un peu meilleures avec un investisseur américain qui lâcherait le club, ou américain ou autre d'ailleurs, hein, qui lâcherait le club à la première vague et première tempête. Voilà, on sait ce qu'on a, on est critique hein, parce qu'on espère toujours mieux, mais c'est quand même assez rassurant d'avoir un club géré par la famille Le Saint. Tout à fait. Et si tu n'as rien à rajouter sur ce début de saison ? Non, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, c'est assez difficile de juger une saison après simplement 4 rencontres. Si on devait juste en 3 mots, hein, enfin en quelques mots, c'est un début de saison encourageant, début de saison positif, début de saison qui donne envie de voir la suite, mais pas un début de saison qui pousse non plus à l'enflammade, quoi. C'est bien d'avoir gagné ces matchs. On a eu trop de débuts de saison compliqués les années précédentes pour faire la fine bouge maintenant, donc profitons de ce stade brestois qui est plutôt sympathique à regarder et à encourager. Et après ce début de saison, 3 questions. Oui. Oh là là. Est-ce que Brest va se maintenir ? Vous m'aviez posé la question lors du premier podcast de la saison. J'avais déjà dit oui. Donc il n'y a pas de raison que je change mon avis à ce stade du championnat. Confortablement ? Je pense pas confortablement, parce que à mon avis, il y aura des moments un petit peu plus compliqués, mais j'imagine une 13e, 14e place avec un maintien au mois d'avril. Et est-ce que Romain Del Castillo va prolonger son contrat ? Je pense que oui. On l'espère en tout cas, on le souhaite. Je pense que oui. Ton avis sur le maintien ? Brest, maintien facile pour toi ? Maintien facile, 43 points. Ah oui, 43 points à 18 équipes, c'est un beau championnat. Ouais, c'est pas mal. On signe ici en tout cas. Bon, ça finira, on va dire 12e, 13e. Parfait, je signe tout de suite. Bon, super. Signons. C'est fini donc pour cette saison, tout le monde s'est mis d'accord. Brest jouera donc l'Europa Conference League l'année prochaine. C'est parfait. Sur ce, on peut s'arrêter là hein, sur ces bonnes paroles. Je pense qu'on a fait le tour entre l'épisode Mercato et celui-ci. Ça sert à rien de non plus étirer davantage l'analyse, quitte à dire des saucisses. On est vivement le week-end prochain à Reims. Match très difficile à mon avis. Je pense qu'on peut attendre un match compliqué. Mais tu vois, finalement, on se dit que ce Brest-là... peut-être. Il me semble que l'année dernière à Reims, c'était très bien. Ah oui, c'était un vol, Rémo d'ailleurs. Malheureusement, effectivement, Monsieur Zenelli, Satriano est marqué à Reims la dernière fois qu'il y a joué. Et voilà. Mais fallait le dire en ouverture de podcast. Sur ce, Fonche, bonne soirée à toi. Très bonne soirée, très bonnes vacances, profite bien et puis tu vas à Reims, non ? C'est compromis ? Compliqué. Bon alors, dans ces cas-là, on se verra contre Lyon le 23 septembre. On sait jamais. Le 23 septembre contre Lyon. On y sera, avec grand plaisir. Tout à fait. Ah oui, tu vois, l'abonnement est déjà rentabilisé. C'est vrai, hein. C'est vrai qu'avec grand plaisir. En plus, il fait beau quand on va au stade ces derniers temps. Les matchs le samedi à 17h, c'est pas trop mal. C'est ça. On peut y aller. Ouais, c'est ça.
c'est un peu le point négatif. Mais effectivement, pour l'instant, on prend du plaisir. Pourvu que ça dure, mon cher Fanche. Bonne semaine à tous. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Et allez Brest. Allez Brest, salut.